En 1778, deux femmes irlandaises de la haute société ont fui leur foyer et leur famille pour rejoindre une petite ville du pays de Galles. Les deux femmes ont vécu en couple et sont restées isolées dans leur beau village plus de 50 ans. Scandalisant, mais aussi fascinant leurs contemporains. Suivez-moi pour découvrir leur histoire. Éléonore Charlotte Butler venait de l'une des familles les plus honorées d'Irlande. Les Butler conquirent de vastes terres dans le centre de l'Irlande au XIIe et XIIIe siècle, ce qui permit aux descendants de devenir comtes d'Ormont, l'une des lignées aristocratiques les plus éminentes du pays. C'est dans ce milieu aisé qu'Éléonore est née le 11 mai 1739 au château de Kilkenny. Elle était la troisième des 4 enfants nés de Walter Butler et Helen Morris. Son père était le légendaire 16e comte d'Ormont, bien qu'il n'ait jamais officiellement acquis ce titre en raison d'une crise successorale. Jeune femme, Éléonore a été envoyée en France pour être éduquée dans un couvent, car les Butler, exilés temporairement au XVIIe siècle, avaient de vastes liens sur le continent avec les puissances catholiques. Là-bas, elle est devenue une lectrice avide et très instruite. Elle voyait rarement sa famille, et en grandissant, il la prenait pour un rat de bibliothèque, sans grande compétence sociale. Quoi qu'il en soit, Éléonore est devenue très indépendante, et lorsqu'elle est retournée en Irlande à la fin des années 1750, elle a refusé d'être mariée de force. Sarah Ponsonby venait d'une famille plus modeste, mais néanmoins toujours puissante et riche, dans le centre de l'Irlande. Elle est née en Irlande en 1755 de Louisa Lyons, une femme de la haute société, et de son mari Chambray Brabazon Ponsonby, député au Parlement irlandais pour la circonscription de Newtownards. Sarah était la seule enfant de son second mariage, mais Louisa, sa mère, est morte 3 ans après sa naissance. Chambray s'est remarié peu de temps après, épousant Mary Barker, la fille de Sir William Barker, 3e baronnet de Kilcooley Abbey, pour 3e épouse. Avec Mary, Chambray aurait une autre fille, nommée Marie, d'après sa mère, mais il mourrait au début de l'année 1762, à l'âge d'environ 41 ans, alors que Sarah n'avait que 6 ans, et que sa 3e épouse était enceinte de son fils à naître. Cet enfant est né 4 mois après son décès, et a été nommé Chambray Brabazon, d'après son père. Ainsi, Sarah est devenue orpheline et a été envoyée vivre chez des parents à Kilkenny. Là, elle a grandi dans le même cercle social qu'Éléonore, qui vivait à environ 25 km de là, même si elle avait 16 ans de moins qu'elle. Elles se sont rencontrées pour la première fois en 1768, lorsque Sarah avait 13 ans et Éléonore 29 ans. Sarah avait été envoyée au château de Kilkenny pour étudier sous la tutelle d'Éléonore. En grandissant, Sarah et Éléonore devinrent de grandes amies, qui dura pendant toute l'éducation de Sarah. Une fois qu'elle eut 18 ans et terminé ses études, Sarah rentra chez elle. Mais ils restèrent en contact et proches amis. Au milieu des années 1770, Éléonore et Sarah étaient très proches et entretenaient une relation l'une avec l'autre, même si elle était clandestine, étant donné que la société n'acceptait absolument pas l'homosexualité au XVIIIe siècle. Pourtant, aussi cachée que leur relation ait pu l'être, leur refus de se marier commençait à poser problème aux deux femmes. À ce moment-là, Éléonore avait plus de 30 ans, et sa famille pensait en grande partie qu'elle ne se marierait jamais. Mais Sarah subissait une pression croissante pour se marier et fonder une famille à son âge. De plus, sa position d'orpheline la rendait particulièrement vulnérable à cet égard. Des membres de la famille d'Éléonore murmuraient que, puisqu'elle restait célibataire sans enfant, elle devrait être envoyée au couvent. C'est à la suite de ces pressions que le couple commença à élaborer des plans pour s'enfuir des Midlands irlandais et commencer une nouvelle vie ensemble ailleurs. Éléonore et Sarah firent une première tentative pour s'échapper de Kilkenny dans la nuit du 30 mars 1778. Elles se déguisèrent en hommes, s'armèrent et partirent pour Waterford, espérant y prendre un bateau pour la Grande-Bretagne. Cependant, leur plan fut découvert lorsqu'elles furent trouvées cachées près du quai de Waterford. Selon certains, le chien de Sarah les a trahis, comme ils l'avaient emmené avec eux et qu'ils n'arrêtaient pas d'aboyer. Suite à cela, les familles ont essayé de les faire renoncer à leur projet, mais cela n'a servi à rien, car le couple avait pris sa décision. 2 mois plus tard, les femmes ont réessayé, et cette fois elles ont réussi, en s'enfuyant ensemble vers le pays de Galles, en traversant la mer d'Irlande. Après être arrivé à Milford Haven, le couple a voyagé à travers la campagne galloise avant de s'installer dans le nord du pays de Galles.
Finalement, ils ont réussi à obtenir la location d'un charmant cottage à la périphérie du village de Llangollen. Et en 1780, ils ont acheté la propriété. Ils l'ont appelée Place Nawid, un terme cymrique signifiant nouvelle demeure ou nouveau manoir. Ce lieu serait leur maison pour 50 ans, et ils deviendraient vite célèbres au Pays de Galles et en Angleterre. Éléonore et Sarah commencèrent progressivement à rénover Place Nawid après leur décision de s'installer ici, à la fin des antitres années 1770. À l'origine, c'était un cottage de 5 chambres. Grand pour la région et l'époque, mais sans particularité architecturale remarquable. Cependant, au fil des années, les deux femmes ont modifié les façades et les caractéristiques du bâtiment pour en faire un cottage de style gothique qui se distinguait assurément dans la campagne galloise. L'aspect le plus frappant était les fenêtres en arc et les carreaux, qui donnaient à la façade du cottage l'apparence d'une cathédrale gothique médiévale plutôt que celle d'une maison galloise. Ils ont même acquis la grande croix médiévale qui couronnait la cathédrale de Chester depuis des siècles, mais qui fut renversée lors de la guerre civile anglaise quand les puritains s'opposèrent aux croyances catholiques romaines. Ils l'ont installée à nouveau chez eux. Des jardins réguliers ont été créés autour du cottage, et à l'intérieur, de nombreuses pièces étaient ornées de boiseries en chêne ouvragées. La relation entre Éléonore et Sarah a suscité de nombreuses spéculations au fil des décennies. Les historiens se sont interrogés. Étaient-elles lesbiennes ou simplement deux femmes très proches, cherchant réconfort l'une auprès de l'autre et rejetant le mariage et les normes sociales de leur temps? Il ne fait guère de doute qu'elles étaient amantes d'une façon ou d'une autre. Les nombreux journaux intimes d'Éléonore ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Et dans ceux-ci, elle fait à plusieurs reprises référence à Sarah comme « ma bien-aimée ». On peut également supposer que leur décision ironique de nommer successivement plusieurs chiens de compagnie Sappho constitue une preuve assez concrète de la sexualité de ces femmes. Sappho était une célèbre poétesse grecque de l'Antiquité, dont l'amour déclaré pour les femmes est à l'origine du terme lesbienne, puisqu'elle venait de l'île de Lesbos, en Grèce. Malgré le rejet général des relations homosexuelles à l'époque, les femmes ne semblaient pas avoir subi de persécution en raison de leurs relations. Si deux hommes vivaient ensemble, avec des rumeurs de relations sexuelles, la situation aurait été différente, car les relations homosexuelles masculines étaient réprimées par les lois sur la sodomie en Grande-Bretagne jusque tard dans le XXe siècle. Les deux femmes menaient ici une vie détendue et intellectuelle. Elles avaient assez d'argent pour embaucher du personnel, y compris Marie-Carole, un personnage haut en couleur du personnel de maison de Sarah en Irlande, et elle resterait une fidèle servante et amie pour la vie. Cela laissa les femmes libres de se consacrer à la rénovation du cottage et à d'autres activités. Par exemple, nous avons l'entrée suivante du journal d'Éléonore, datée du 22 septembre 1785. Levé à 7 heures, matin sombre. Toutes les montagnes dans la brume. Forte pluie, un feu dans la bibliothèque, délicieusement confortable. J'ai pris le petit déjeuner à 8h30. De 9h à 1h, j'ai écrit « Ma bien-aimée dessinait le château de Pembroke. Je lui ai lu de 1 à 3 heures. Après le dîner, je suis vite allé voir les jardins. Il a plu sans interruption toute la journée. De 4 à 10 heures, j'ai lu Amaï. Elle dessinait. De 10 à 11 heures, je me suis assis près du feu, à converser avec ma bien-aimée. Une journée silencieuse et heureuse. De nombreuses autres entrées relatent des journées surtout consacrées à la lecture, l'écriture et le dessin, montrant que le couple était heureux de mener une vie paisible et retirée. Fait curieux, malgré leur fuite d'Irlande, le couple a réussi à maintenir une relation avec leur famille restée au pays après une période d'éloignement initial. Llangollen était sur l'une des routes principales reliant Dublin à Londres, pour les voyageurs passant par le nord du pays de Galles avant d'entrer en Angleterre. Des preuves montrent que la famille et des proches leur rendaient souvent visite à Llangollen. Clairement, les deux familles acceptaient la situation tant qu'Éléonore et Sarah n'étaient pas en Irlande. Avec le temps, Éléonore et Sarah sont devenues célèbres en Grande-Bretagne. Au début, leur maison attirait l'attention en raison de l'architecture gothique de ce cottage gallois isolé. Elles ont ouvert leur maison à ceux qui souhaitaient visiter et découvrir ce domicile inhabituel. En faisant cela, les informations sur la relation particulière des femmes se sont diffusées, et elles ont commencé à recevoir des visites de célèbres personnalités britanniques de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Cela comprenait Sir Walter Scott, l'auteur d'Ivanhoe, les poètes Percy Shelley et Lord Byron, et même le héros des guerres napoléoniennes, Arthur Wellesley, premier duc de Wellington.
Parmi les visiteurs notables, il y avait Charles Darwin et son père, le prince Hermann von Pückler-Muskau, un noble allemand et concepteur de paysages. Et bien d'autres encore. On raconte même que la reine Charlotte voulait voir leur cottage et a persuadé le roi George III de leur accorder une pension. Pourtant, peut-être le visiteur le plus célèbre de la maison des dames de Llangollen fut William Wordsworth. Il leur rendit ensuite hommage en composant le poème « To the Lady E.B. and the Hon Miss P ». Ce n'était pas la seule immortalisation littéraire de ces femmes. Anna Seward a également écrit à leur sujet dans son poème Llangollen Vale, composé en 1796, tandis que The Chase of the Wild Goose, un roman novateur de la médecin Mary Gordon, publié avec le patronage de Virginia Woolf en 1936, abordait également les dames de Llangollen et leurs relations. Éléonore et Sarah vécurent de la même façon pendant des années, bien que leur situation soit devenue triste en 1809, après le décès de leur compagne de toujours, Mary Carroll. Dans leurs dernières années, elles portaient des habits d'équitation noirs et des hauts de forme masculins, ce que beaucoup jugeaient excentrique et démodé, mais ces vêtements étaient pratiques pour l'extérieur. Ils refusaient aussi de faire leurs portraits. Nous savons à quoi ils ressemblaient uniquement grâce à quelques croquis secrets, faits rapidement pendant que d'autres les occupaient. Les dames manquaient souvent d'argent, bien qu'elles aient eu de nombreux voisins et bienfaiteurs généreux qui les ont aidés à tenir le coup. Anne Lister, une propriétaire terrienne anglaise de Halifax, connue pour ses journaux intimes très détaillés, a noté leur avoir rendu visite en 1822. Elle a été impressionnée par l'attitude de Sarah Ponsonby. À cette époque, Éléonore était très âgée, et Anne ne dit pas l'avoir rencontrée à Llangollen. Peut-être était-elle alitée à ce moment. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles Anne, que l'on a surnommée la première lesbienne moderne, aurait été inspirée par leur relation pour épouser informellement sa propre amante. Au final, malgré leur grande différence d'âge, Éléonore et Sarah sont mortes à peu d'intervalle. Éléonore a survécu jusqu'à sa 90e année, mourant de vieillesse le 2 juin 1829. Sarah a vécu à Plasnahuid un peu plus de 2 ans après cela, décédant le 9 décembre 1831 à l'âge de 76 ans. Elles ont été enterrées ensemble dans la même parcelle de l'église Saint-Colin à Llangollen. Est également enterrée ici Marie, car après sa mort, le couple avait érigé un monument à 3 faces, qui servirait de lieu de repos final pour elles trois, après tant d'années heureuses passées ensemble. De plus, il passa ensuite entre les mains d'un nouveau propriétaire, le général John York, un commandant britannique et vétéran de la guerre de Crimée des années 1850, qui y résida pendant un certain temps. En 1932, la maison passa en possession du conseil du district urbain de Llangollen. Aujourd'hui, elle a été transformée en musée, à la fois pour sa conception unique et l'histoire des 2 femmes qui y ont vécu, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les dames de Llangollen. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi ce que vous avez pensé de leur vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir mes vidéos dès leur publication. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain Forgotten Life. Merci,